Bonjour à tous. Chaque année, entre Lag BaOmer et Shavuot, le 28 Iyar du calendrier hébraïque, Israël et les communautés juives de par le monde célèbrent la réunification de la ville de Jérusalem. Une fête qui tombe cette année, dimanche prochain 29 mai. Mais l'actualité la plus brûlante en cette fin de semaine, ce sont les derniers jours du Festival de Cannes 2022. Premier festival de Cannes post-Covid avec derrière lui toute l'industrie du grand écran qui tente de rattraper 2 ans de stagnation. Festival qui se veut, par l'enthousiasme qu'il suscite toujours, la qualité des films sélectionnés en compétition pour la Palme d'Or, par les vedettes internationales invitées, par le glamour de la montée des marches, par sa fréquentation et les retombées de popularité, de notoriété et financière pour la ville. Ce festival se veut donc la vitrine de ce 7e art, certaines fois décrié, mais toujours en pleine évolution. Et pour tirer quelques enseignements, un pré-bilan de ce 75e Festival de Cannes, il me fallait une journaliste, critique de cinéma, directrice artistique des rendez-vous avec le cinéma israélien et animatrice de l'émission Le Cinéma Parlant sur Radio J. Lynn Tubiana, bonjour. Bonjour Alexandre. Lynn Tubiana, d'abord, la première des questions, moi, qui me taraude un petit peu, c'est qu'est-ce que représente le Festival de Cannes pour Lynn Tubiana, pour vous ? Le Festival de Cannes, ça représente vraiment quelque chose de très très grand, de très impressionnant. C'est le cinéma international, donc c'est un regard... Mais concrètement, un regard métaphorique. Au fond de moi, oui. Au fond de moi, qu'est-ce que ça fait vibrer ? C'est une soif de cinéma, de cet art que j'affectionne particulièrement, qui est un regard métaphorique sur le monde, artistique, et pour moi, c'est vraiment très très important ce regard. Lynn, quelle est d'après vous l'idée fondamentale de départ sur laquelle le Festival international du film de Cannes s'est fondé par Jean Zay ? Bien sûr, c'est Jean Zay qui a créé le Festival de Cannes. Est-ce que c'était des considérations commerciales ? Est-ce que c'était des considérations sociétales ? Est-ce que c'était des considérations artistiques ? J'arrive pas Alors, à c'était comprendre. tout d'abord, en ce qui concerne Jean Zay, c'était des considérations diplomatiques et politiques, parce que c'était vraiment pour contrer la Mostra de Venise, qui, en 1939, était vraiment ouvertement fasciste. Donc c'était dans ce but-là. Dans ce but-là, il n'y avait pas évidemment, du tout de mercantilisme commercial. Aucun rien mercantilisme, en tous les cas, un grand désir artistique, parce qu'il faut savoir quand même que Jean Zay était vraiment un grand ministre de la culture. Absolument. On a l'impression que tous les thèmes possibles venant de tous les pays du monde ont toutes leurs chances de concourir pour cette Palme d'Or. Il y a des films gore, il y a des films d'aventure, il y a des films fantastiques, d'humour, d'amour. Lynn, sur quels critères, d'après vous, sont sélectionnés les films du Festival de Cannes ? Alors, je pense Parce que c'est pour vraiment... moi, c'est un petit peu... Je vais employer un mot, c'est presque un fourre-tout. Il y a tellement de choses dedans. Alors, fourre-tout, alors Thierry Frémaux, là, il se retournerait, je ne sais pas, dans son lit, en entendant cela. Non, c'est vraiment un choix très sélectif de films d'auteurs, de metteurs en scène les plus prestigieux du monde. Donc, et c'est aussi un découvreur de talent, Thierry Frémaux, c'est-à-dire qu'il choisit parfois des premiers films, comme c'est le cas d'ailleurs cette année. Donc c'est vraiment... quels critères, Alexandre ? Est-ce que c'est pas son choix, justement, qui met le film en avant ? Son choix, c'est toute une équipe. Hein. Mais est-ce que c'est pas le choix de Thierry Frémaux, justement, de mettre l'accent sur tel film, le projecteur sur tel film, et finalement, ce film, il va avoir du succès, alors qu'il passerait inaperçu si jamais il n'y avait pas ce projecteur ? Non, je crois qu'il y a vraiment une ligne éditoriale qui privilégie la force du propos, la portée universelle du propos du film, une sensibilité originale, un regard particulièrement talentueux de metteur en scène émérite. 21 films sont en compétition pour la Palme d'Or. Dans le cadre de Un certain regard, 19 concours, 5 films sont projetés hors compétition. Il y a aussi des séances de minuit, des séances spéciales, des séances Cannes première, des séances cinéma sur la plage. Comment ça se passe une journée type d'une journaliste accréditée au Festival de Cannes, Lynn ? Bon, alors... Il s'agit de voir les films vraiment qui nous intéressent au premier chef. Il y a un choix. Il y a un choix quand même parce qu'on peut pas tout voir. Oh, c'est absolument impossible. Il faudrait vraiment se démultiplier pour voir tous les films. Alors,
Vous avez raison, Alexandre, de dire qu'il y a plusieurs sélections. Il n'y a pas que la sélection officielle. Il y a la quinzaine des réalisateurs aussi, qui est une très très belle sélection. J'ai vu ce matin un film magnifique de Mariam Touzani, produit par Nabil Ayouch, qui s'appelle Le Bleu du Caftan, qui est magnifique. Il y a 2 jours, j'ai vu aussi un film qui s'intitule Les Pires, sur des cas sociaux, sur un tournage d'Élise Kakoka. Et voilà. Et il y a aussi donc la rubrique Un certain regard, qui est également une très très belle sélection. Qu'est-ce qui va faire la différence avec la sélection de la Palme d'Or? Un certain regard à la Palme d'Or. Alors, la sélection officielle, ce sont donc les films en compétition pour la Palme d'Or. Donc, Un certain regard, c'est une sélection il va y avoir le prix d'Un certain regard, mais c'est hors. Qu'est-ce qui va différencier ces deux catégories? Ce qui différencie, c'est, je pense, que les films qui ont été sélectionnés en compétition sont des films en général de plus grands metteurs en scène. Alors, la sélection d'Un certain regard, c'est très souvent des premiers films. On vient à Cannes pour prendre des contacts, visionner, mais aussi vendre, acheter. Mais c'est une impression aussi, se montrer. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres raisons, Lynn? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour venir à Cannes? Oui, il y a de multiples raisons pour venir à Cannes, vraiment qui sont toutes aussi valables les unes que les autres. D'abord, la première raison, c'est une raison professionnelle, parce que si on vient au Festival de Cannes sans raison professionnelle, eh bien c'est une immense frustration, puisqu'on n'a pas accès au palais, on n'a pas accès aux films. Je crois que la première raison, c'est de voir des films. C'est un festival pour des gens qui font partie du métier du cinéma ou qui sont particulièrement cinéphiles, pour les journalistes. Donc, et c'est aussi l'occasion de rencontres extraordinaires lors des fêtes, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même que le Festival de Cannes, c'est festif aussi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus maintenant Canal+ avec le podium là, qui était en face du Martinez, mais il y a d'autres fêtes qui se passent sur les plages. Il y a toutes les fêtes des équipes du film, et puis il y a les fêtes organisées par Thierry Frémaux. Enfin bon, c'est très festif. Tout est prétexte à boire un verre autour justement de à s'amuser, découvrir. À s'amuser, découvrir et puis parler des projets. Bien sûr, prendre des contacts. Pour les professionnels, c'est vraiment un rendez-vous incontournable. Lynn Toubiana, ce n'est pas la première année que vous suivez le Festival de Cannes. Est-ce que cette année, il y a quelque chose de particulier? Comment vous pouvez déterminer la cuvée 2022? Alors, la cuvée 2022, au niveau des films sélectionnés en compétition, je la trouve particulièrement excellente. Alors, c'est sûr que les films choisis sont profondément marqués par une veine engagée, humaniste, politique, qui reflète un peu la complexité de notre monde et justement le caractère de la guerre en Ukraine, etc. Je trouve que cette sélection est marquée par cette période difficile dans laquelle nous vivons. On se rappelle tous ces quelques films que je vais citer, qui sont des palmes d'or. Il y a eu en 1960 La Dolce Vita, Federico Fellini, 1963 Le Guépard, Luchino Visconti, 1964 Les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy, 1967 Blow Up, Michelangelo Antonioni, 1970 MASH, Robert Altman, 1979, 2 films ont été ex-aequo, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et Le Tambour de Volker Schondorf. Depuis, parce que c'était des films qui étaient techniquement dans la même veine. Depuis, la technique a énormément évolué. Maintenant, on se sert du numérique, on se sert de l'ordinateur, ça a tout chamboulé. Est-ce que c'est la même manière de tourner ? Je pense que c'est la même manière que tourner, oui, très 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 certainement. Je crois que le numérique là a peu à voir avec les palmes d'or que vous avez citées. D'ailleurs, vous avez oublié non, j'en ai cité quelques-unes. Voilà, mais Un homme et une femme quand même de Claude Lelouch. Oui. Bon, non, j'en ai pris que quelques-unes comme ça. Oui, mais je sais bien. Et encore, c'était dans les périodes, vous voyez, 60, 70, 80. Non, je pense que le regard d'un artiste n'est pas entravé par cette vague, par cette déferlante numérique. Ça peut l'aider ?
Ça peut peut-être l'aider, oui, au niveau des effets spéciaux, mais au niveau de la sensibilité, je pense qu'il y a au départ, à l'origine d'un grand film, il y a le regard et la sensibilité particulière d'un artiste. Est-ce que le cinéma peut encore évoluer avec le numérique? Est-ce que c'est dans la création, l'écriture, la mise en scène, les comédiens ou la direction des comédiens, la technique? Comment vous voyez ça? Je pense que ça peut toujours évoluer, oui. Je pense qu'il Sur les comédiens, c'est possible? Je ne peux pas vous dire vraiment. Je pense qu'il ne faut pas bouder la technologie et les progrès technologiques. Maintenant, savoir si ça peut avoir un impact sur l'évolution Parce que maintenant, il y a, vous savez, des films. Des possibilités de pouvoir transformer des visages, de coller des visages sur une personne. Oui, je pense qu'au niveau des effets spéciaux, oui, certainement qu'il peut y avoir. Donc on peut faire aussi de la comédie sans des comédiens. Oui, par exemple. Mais enfin, ce serait dommage. Du cinéma sans comédien. Voilà, je pense qu'il ne faut pas déshumaniser. On peut pousser très loin. Ne déshumanisons pas le cinéma. Les plateformes de diffusion, Netflix, Disney, Amazon, etc., est-ce qu'elles n'ont pas supplanté la manière de concevoir et de diffuser le cinéma sur des supports qui sont des supports beaucoup plus petits? Smartphone, tablette, même ordinateur, les écrans ne sont pas des écrans immenses. On les regarde de plus en plus. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça encore du cinéma ou est-ce qu'on peut appeler ça d'une autre manière? Je ne sais pas moi, série, série. Je pense que c'est toujours du cinéma. C'est toujours du cinéma. Même si on regarde ça sur nos téléphones. Il ne faut pas dénigrer les séries. Il ne faut pas dénigrer non plus cette facilité. C'est la manière qu'ont les spectateurs maintenant de voir des films sur des petits écrans au fond de leur lit, sous leur couette. C'est pas du tout. Non, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'avant. Un directeur de la photo, par exemple, quand il réglait son appareil, il y avait de la profondeur. Sur des petits écrans, la profondeur n'existe plus. Sûr. Oui, c'est sûr. Donc c'est une autre manière. Au niveau technique, c'est peut-être aussi une perte de qualité, mais sans vouloir paraître passéiste, je pense que le meilleur moyen pour voir un film, c'est dans une salle de cinéma, en communion avec le public. La sélection officielle comprend 21 films. Nous sommes vendredi. Demain sera attribuée donc la Palme d'Or. À titre personnel, Lynn, est-ce qu'il y a un film que vous avez vu parmi la sélection et qui, pour vous, pourrait se détacher? Alors moi, j'ai particulièrement aimé Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. C'est un film... C'est la sœur, hein. Oui, la sœur de Carla Bruni, oui. Alors, ça n'a strictement rien à voir. Valeria Bruni Tedeschi, vraiment, on peut lui dire que c'est un grand metteur en scène. Que c'est une réalisatrice. De nombreux films derrière elle. Absolument. Elle a vraiment beaucoup de talent, cette femme, et elle a fait un film à caractère autobiographique, puisqu'elle évoque les années 80, où elle était à l'école de Patrice Chéreau. Patrice Chéreau, d'ailleurs, qui est joué remarquablement par Louis Garrel, au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Alors c'est un film sur la passion du théâtre, mais aussi sur la passion amoureuse, dans ces années très particulières qui sont marquées, vous le savez, qui ont été marquées par le sida et la drogue. Bien sûr. Venant se greffer sur la sélection officielle, le prix de la citoyenneté est décerné à un film qui défend des valeurs universaliste, humaniste, laïque. Il distingue une œuvre de qualité artistique de premier plan qui exalte les vertus de la richesse humaine individuelle et collective et les engagements solidaires en faveur des femmes et des hommes. Ce prix, il a son jury, il a sa statuette, il a sa cérémonie de prix, de remise de prix. Lynn, quelle est la composition de votre jury cette année? Et sans dévoiler le nom du lauréat, est-ce qu'il y a un ou deux films qui rentreraient dans vos critères? Alors tout d'abord la composition du jury. Cette année nous avons Roland Joffé, Palme d'Or en 1986 pour son film La Mission. On est vraiment très content d'avoir ce prestigieux président du jury qui est britannique et qui parle remarquablement le français. Et nous avons aussi d'autres membres du jury, Juliette Welfling qui est chef monteuse, qui a été multi-césarisée, et notamment pour les films de Jacques Audiard, Yves Geland, un grand documentariste, qui a fait d'ailleurs un documentaire sur les Juifs de France, mais entre autres, et un documentaire sur Charlie Chaplin magnifique.
magnifique. Nous avons une journaliste de France, d'RFI, qui s'appelle Sophie Torlotin, et puis une productrice belge, Annabella Nesri. Voilà, Roland Joffé succède à d'autres présidents prestigieux tels que Valéry Zenati, Amos Guitaï, que vous avez rencontré. Oui, qu'on avait reçu ici. Ici même. Il y a 2 ans. Tout à fait, et Abderrahmane Sissako. Alors, vous me posiez la question... Oui, s'il y avait 1 ou 2 films qui se détachaient pour vous spécialement. Alors, pour ce prix de la citoyenneté, on n'a pas encore vu tous les films. Et en plus, c'est le jury qui a vu les 21 films. Pour ma part, j'en ai vu certains qui me semblent correspondre dans cette veine citoyenne. C'est sans doute le film Armageddon Time de James Gray. Magnifique film sur l'enfance juive de James Gray dans le quartier du Queens à New York. Et puis un autre film qui me semble aussi tout à fait prometteur en ce qui concerne ce prix de la citoyenneté, c'est sans doute le film iranien Layla's Sister que j'ai vu ce matin même au Grand Théâtre des Lumières. Je recevais pour la première partie de cette émission Lynn Toubiana, journaliste, critique de cinéma, directrice artistique des rendez-vous avec le cinéma israélien et animatrice de l'émission Le Cinéma Parlant sur Radio G que l'on peut retrouver le mercredi. Le mercredi à 10h30. Merci Lynn Toubiana. Merci Alexandre. Seconde partie de Judaïkan. Je le disais dans ma présentation, chaque année, entre Lag BaOmer et Shavuot, le 28 Iyar du calendrier hébraïque, Israël et les communautés juives de par le monde célèbrent la réunification de la ville de Jérusalem de 67. Une fête qui tombe cette année ce dimanche 29 mai. Jérusalem, capitale des communautés et royaumes juifs souverains durant des siècles, est imprégnée d'histoire et de culture juive. La ville fait partie depuis 3000 ans du socle d'identité nationale et individuelle du judaïsme, une ville imprégnée du désir du retour à Sion. De nos jours, Jérusalem, la plus grande ville du pays, centralise de son activité gouvernementale. La Knesset et la plupart des ministères gouvernementaux, résidence du président, bureau du Premier ministre y sont situés. Pour nous raconter la prise de Jérusalem et l'émoi que cela a suscité dans le judaïsme, j'ai fait appel à Guy Lévy, que nous retrouvons de Paris par liaison vidéo Zoom. Guy, bonjour. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Judaïkan. Merci à Alexandre Rosenberg de m'inviter pour vous parler de cette manifestation du Yom Yerushalayim qui va se tenir précisément en Israël, à Jérusalem. Alors, le Yom Yerushalayim, tout simplement, c'est la journée de Jérusalem en français. D'autres l'appellent journée de la libération de Jérusalem ou journée de son unification. La date de commémoration a été fixée par l'État d'Israël à la suite de la conquête de Jérusalem, incluant la vieille ville, bien entendu, lors de la guerre des 6 jours, le 7 juin 1967 du calendrier grégorien, ou plus précisément le 28 Iyar 5727. Et c'est d'ailleurs le 28 Iyar 5780, c'est-à-dire dans quelques jours, que à Jérusalem se tiendra ces manifestations. Alors cette journée donne lieu en Israël à diverses cérémonies joyeuses pour l'essentiel, ou commémoratives dans certains cas pour les soldats qui sont tombés dans la libération de la ville et de la vieille ville. La fête est observée bien entendu par le plus grand nombre de la population juive israélienne, peut-être à l'exception de quelques minorités de juifs ultra-orthodoxes. À cette date du Yom Yerushalayim, il faut noter que la communauté juive d'Éthiopie manifeste également par une journée du souvenir pour les juifs éthiopiens qui sont morts lors de l'émigration en Israël. Après la conquête ou la reconquête finalement de la vieille ville, l'État d'Israël a déclaré que Jérusalem était maintenant définitivement réunifiée et capitale éternelle et indivisible du peuple juif. C'est le 23 mars 1998 que la Knesset a décidé de faire de ce jour
une fête nationale au cours de laquelle la communauté juive commémore la libération de la vieille ville et de ses lieux saints. Mais ce qu'il faut bien voir dans l'importance de cette manifestation, c'est que cette journée du Yom Yerushalayim, cette importance, elle tient particulièrement au fait que Jérusalem est au cœur de l'histoire du peuple juif et que son histoire est liée, étroitement liée à l'existence du peuple juif. Je voudrais vous rappeler à cet égard un midrash, donc quelque chose qui n'est pas tout à fait récent, le midrash Tanuma dans Kedushim, qui dit: le pays d'Israël est au centre du monde. Jérusalem est le centre du pays. Le temple de Salomon est le centre de Jérusalem. Le Saint des Saints est le centre du temple de Salomon. L'Arche d'Alliance est le centre du Saint des Saints. Et la pierre de fondation sur laquelle le monde fut créé se dresse devant l'Arche d'Alliance. Et donc, extrêmement important de cette présence et de cette croyance du peuple juif dans l'importance de Jérusalem. Cette région de Jérusalem a connu une présence humaine depuis des millénaires, et la zone géographique où la ville est implantée est une zone où ont fleuri quelques-unes des plus grandes civilisations que connut l'humanité. Parmi elles, il y a bien entendu celle du peuple juif, un des rares peuples, sinon le seul peuple, dont l'histoire se poursuit toujours aujourd'hui sur la terre où il est apparu, et sur les mêmes bases, avec la même croyance et la même langue. Jérusalem, qui a été la capitale du royaume d'Israël au Xe siècle avant notre ère, a acquis au cours des siècles une renommée qui s'étendit dans tout l'Orient ancien et tout le bassin méditerranéen. C'est dans cette ville de Jérusalem que fut construit le fameux temple par le roi Salomon, temple voué au culte du Dieu unique, dont depuis maintenant, hélas, près de 2000 ans, il ne reste plus qu'une partie du mur occidental, auprès duquel des générations de Juifs sont venus et continuent à venir pour implorer le Seigneur et attendre le Mashiach. Jérusalem et son temple ont été convoités par tous les grands peuples de la région, dont beaucoup ont disparu, et sans être exhaustif, je mentionnerai notamment, très rapidement, l'Égypte ancienne, la Babylonie, la Perse achéménide, la Grèce, Rome, Byzance, la Perse sassanide, les Arabes, les Turcs, les peuples d'Europe occidentale au temps des croisades, et après à nouveau les musulmans avec Saladin, les Mamelouks, les Ottomans jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Enfin, au début du XXe siècle, ce furent les Britanniques qui obtinrent un mandat sur la Palestine et créèrent un foyer national juif après la déclaration Balfour de 1917. Au final, le 14 mai 1948, après les terribles épreuves que vécut le peuple juif lors de la Shoah et de la reconstruction de la Palestine, le peuple juif obtenait des Nations Unies la reconnaissance de l'État juif qu'il nomma Israël et qui dès sa naissance dut combattre et continue de le faire pour son existence, pour affirmer son existence. Au cours des derniers millénaires, le peuple juif a été maintes fois évincé de sa souveraineté sur Jérusalem. Mais malgré toutes les souffrances subies et la misère économique endurée, les Juifs sont restés fidèles à Jérusalem, répétant sans cesse avec le psalmiste « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens toujours de toi, si je ne place Jérusalem au sommet de toutes mes joies. » Et comme vous le savez aussi, chaque année, à l'occasion du Seder, les Juifs répètent « Shana Haba Yerushalayim », l'année prochaine à Jérusalem. Même dans les périodes les plus difficiles, en dépit parfois de persécutions dont ils étaient victimes, les Juifs ont toujours assuré une présence minimale à Jérusalem,
où les plus pieux venaient finir leur vie et prier pour le retour du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash. L'histoire du peuple juif et la ville de Jérusalem où fut construit le sanctuaire n'est pas une histoire banale, certainement pas, en tout cas pour le peuple juif. La Torah nous conte ainsi le songe de Jacob, et je voudrais citer ce qu'elle dit. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Et c'est en ce lieu aujourd'hui appelé Mont du Temple que Jacob reçut en songe ces indications divines. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Et un peu plus loin, il est dit, ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, tu te répandras à l'ouest, à l'est, au sud, au nord. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. Cette histoire du peuple juif, que beaucoup de nations nous ont envié et continuent à nous envier, au point de vouloir se substituer au peuple juif et de vouloir accaparer Jérusalem, cette histoire n'est pas achevée. Et beaucoup pensent que depuis la résurrection d'un État juif en Palestine et la réunification de Jérusalem, nous sommes entrés dans une nouvelle phase qui nous rapproche de la délivrance. Alors à l'occasion de ce Yom Yerushalayim, ne boudons pas notre plaisir et notre joie de vivre ces moments, particulièrement après que la plus puissante nation du monde ait reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, et écoutons ce beau chant qui fut écrit lors de la réunification de Jérusalem, Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim Shel Zahav, qui symbolise, Guy Lévy, si bien la ville est devenue au fil du temps le second hymne officieux de l'État d'Israël. Cette chanson a été écrite par Naomi Shemer, à la demande de Teddy Kollek, qui était maire de la ville à l'époque, ceci pour un festival qui se déroulait à Jérusalem en 1967, en avril 1967. Il faut savoir que la symbolique dans les chansons de Naomi Shemer a beaucoup d'importance. On y retrouvera bon nombre de références bibliques, tout à chacun fredonnera bien sûr l'air qu'il connaît et qui se retient facilement, mais pour ceux qui ne maîtrisent pas l'hébreu, j'ai post-synchronisé sur la musique une traduction en français de la chanson. L'air des montagnes, clair et limpide comme le vin, transporte par la brise du crépuscule le tintement des clochettes et l'odeur des pins. Dans un sommeil profond et séculaire, préservant une muraille en son cœur, la ville blottie dans son rêve est solitaire. Jérusalem d'or, Jérusalem de bronze et de lumière, pour jouer toutes les chansons écrites en ton nom, je me transforme en violon. Nous sommes retournés sur la place et au marché, retrouver les citernes, creuser des puits, alors qu'au loin, venant du mont du Temple, les échos d'un chauffard dans la vieille ville nous y a invités. Et dans les grottes des rochers, les faisceaux de milliers de soleils scintillent, comme une invitation à descendre vers la mer Morte par la route sinueuse de Jéricho. Jérusalem d'or,
Jérusalem de bronze et de lumière. Pour jouer toutes les chansons écrites en ton nom, je me transforme en violon. Mais aujourd'hui, je me permets de te chanter, t'orner de couronnes, te tresser des louanges, même si mes discours, mes éloges, mes couplets ne sont pas à la hauteur de ce que tu es en droit de mériter. Car ton nom brûle les lèvres avant qu'on les remue, comme le baiser d'un séraphin. Si je t'oublie, Jérusalem, toi qui es d'or et de lumière, toute revêtue. Jérusalem d'or, Jérusalem de bronze et de lumière, pour jouer toutes les chansons écrites en ton nom, je me transforme en violon. Jérusalem d'or, Jérusalem de bronze et de lumière, pour jouer toutes les chansons écrites en ton nom, je me transforme en violon.